Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Attrape, votre chaîne qui parle de catch. Aujourd'hui, on va parler, vous et moi, de Survivor Series, le show que je viens à peine de terminer, donc c'est un petit peu une réaction à chaud. Mais tout d'abord, avant de commencer ce programme, ce gros programme, l'un des Big Five, maintenant comme il y a à la WWE, je vais un petit peu vous parler de la chaîne, effectivement, comme vous avez pu voir, ou peut-être même pas d'ailleurs, ces 2 dernières semaines, il n'y a pas eu de vidéo. Tout simplement parce que j'avais pas forcément la motivation, je vais pas vous mentir, de faire des vidéos, d'enregistrer des programmes, parce qu'il n'y avait pas grand chose qui me donnait envie de parler de catch. C'est vrai qu'en cette période de pandémie mondiale, forcément il y a beaucoup de promotions qui sont arrêtées, et même les promotions qui sont encore actives, qui d'ailleurs courageux continuent à faire des shows, c'est pas forcément la même ambiance, il y en a beaucoup qui m'emballent pas, ou en tout cas moins que d'habitude. Donc forcément, voilà, ces 2 dernières semaines, il n'y a pas eu de vidéo tout simplement parce que je n'ai pas trouvé réellement de choses à parler avec vous, en tout cas sur le catch, par rapport au catch. Et du coup également d'un petit manque de ma part de motivation, voilà, je vais pas vous mentir. C'est vrai que la chaîne stagne un petit peu. Donc on est un petit peu peut-être démotivé de ma part. Voilà, je garde quand même le sourire, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai ma vie à côté. Également, je continue à travailler malgré le fait que le coronavirus est de partout. Je le rappelle, n'écoutez pas d'ailleurs les théories du complot. Hashtag hold up, des trucs comme ça. Voilà, n'écoutez pas ce genre de choses, c'est quand même complètement médiocre. Mais on va pas parler de ça non plus très longtemps. Mais voilà, je continue à travailler. Moi aussi, je continue même à travailler, même un petit peu plus. Voilà, donc forcément. Le fait que j'ai pas la motivation, le fait que j'ai moins le temps et le fait que les shows non plus ne soient pas forcément plus motivants que ça pour parler font qu'il n'y a pas eu de vidéo ces 2 dernières semaines. Du coup, je vais pas forcément vous promettre que je ferai des vidéos chaque semaine désormais. Je ferai des vidéos quand j'aurai envie de parler d'un show ou d'un programme ou de quelque chose que j'ai vu et qui pour moi en tout cas serait intéressant pour parler en vidéo, donc voilà, ou en podcast. Peut-être que bientôt ce sera sur des plateformes de podcast, on sait pas trop. Voilà, trêve de bavardage, on va passer directement au programme, les Survivor Series 2020. Attrape! Donc du coup, vous connaissez un petit peu la rengaine, j'ai pas regardé le pré-show, j'ai juste vu que c'était une Battle Royale qui a été gagnée par The Miz. Voilà, bravo, bravo à toi The Miz, vraiment, très bonne année, bravo Mr. Money in the Bank, on le rappelle, voilà. Le show a commencé directement avec un gros match, c'était le 5 contre 5 des hommes pour les Survivor Series. Donc on a d'un côté la team Raw représentée par AJ Styles qui est le capitaine, on pourrait dire. Sheamus également, Keith Lee, Riddle, qui s'appelle plus Matt Riddle, il s'appelle juste Riddle maintenant, c'est un petit peu ridicule d'ailleurs. Et le Strowman Express, Braun Strowman, j'adore ce surnom, c'est vraiment très cool d'ailleurs, son nom très cool, la Braun Strowman. Voilà, qui du coup affrontait l'équipe de SmackDown, qui était composée par le capitaine, on pourrait dire, Jey Uso, accompagné de King Corbin, Kevin Owens, Otis et le Messi, Seth Rollins. Voilà, c'était très étonnant pour commencer ce show, ce gros show, qui est là, je le rappelle, un des 4, on pourrait dire même 5 maintenant avec Money in the Bank, des 5 gros shows de l'année de WWE, donc forcément c'était un petit peu étonnant. Mais ça commence directement avec un match qui m'intéressait, plutôt pas mal, donc très content. Voilà, c'était une victoire écrasante de la team Raw avec tout simplement un 5-0. À la fin, tous les compétiteurs du côté de Monday Night Raw étaient présents, aucun s'est fait éliminer, et tous les compétiteurs de la team SmackDown se sont fait éliminer les uns après les autres. Voilà, c'était quand même une configuration plutôt intéressante. La première élimination, c'était Seth Rollins qui a lui-même décidé, de s'éliminer. Voilà, il a juste, voilà, il s'est mis les genoux au sol et il a demandé à Sheamus de faire for the greater good, pour le bien de tous, pour le bien de tout le monde, on pourrait dire, pour le meilleur, pour le meilleur et le pire. Donc du coup, forcément, Sheamus en a profité pour porter son Brogue Kick directement sur Seth Rollins qui se fait éliminer, qui est le premier éliminé. Pour rappel, Seth Rollins vient de perdre contre Murphy cette semaine, à SmackDown, enfin la semaine dernière du coup, à l'heure où vous écoutez cette vidéo, où la vidéo sort. Voilà, donc c'était en tout cas très étonnant. Seth Rollins qui va prendre du temps en dehors des rings, en dehors de la télé WWE, même je pourrais dire en dehors de la WWE, parce qu'il n'y a plus de programme en dehors de la télé.
tout simplement parce que Becky Lynch, pour ceux qui ne le savent pas, il est fiancé à Becky Lynch et ils attendent un enfant. Et Becky Lynch est en passe d'accoucher. Donc forcément, Seth Rollins va prendre son congé paternité, on pourrait dire, et du coup quitter les écrans pour rejoindre sa femme pour ce grand événement qui va changer sa vie sans doute. Et c'est très très cool pour lui. Voilà, donc Seth Rollins qui est le premier éliminé. Ensuite, on a Kevin Owens. Kevin Owens qui se fait éliminer après avoir porté des stoners sur à peu près tout le monde. AJ Styles qui en a profité pour porter son phénoménal forearm pour l'éliminer. Voilà, Kevin Owens qui fait un petit peu. Voilà, qui fait pas grand chose, mais qui a quand même eu cette phase avec les stoners qui était quand même plutôt sympa. Mais Kevin Owens, voilà, Kevin Owens, ça stagne un petit peu. Il était un petit peu agressif d'ailleurs pendant le match, ça j'ai bien aimé. Parce que le Kevin Owens gentil, babyface, un petit peu insipide, moi ça m'énerve un petit peu. Voilà. On a ensuite eu King Corbin qui s'est fait éliminer également. Par Riddle, voilà, c'était assez classique. Otis qui s'est fait éliminer pour être avant-dernier de son équipe, après tout simplement que Braun Strowman a réussi à le porter pour faire son running power slam, donc sa finisher. Et enfin Jey Uso qui s'est retrouvé tout seul en 5 contre 1. Forcément on n'attendait pas non plus quelque chose d'incroyable, mais il a réussi quand même à bien résister, mais finalement il s'est fait avoir. Et du coup, après un magnifique contre de Keith Lee sur un splash, sur un splash, le splash de Uso, qui le récupère directement sur ses épaules et qui le change de position pour le porter son Spirit Bomb. C'était très très classe, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce combat qui était très très cool. Keith Lee qui a enfin sa nouvelle entrée avec sa musique. Il faudra du temps pour que je m'y fasse, mais c'était pas non plus dégueulasse. Donc on va voir ça. Mais voilà, en tout cas c'est une victoire écrasante, assez étonnant d'ailleurs de la part de la Team Raw, qui du coup remporte cette victoire écrasante et du coup confirme le 2-0. Je vais pas forcément faire le tableau des scores parce que c'est, pour ma part, je trouve ça un peu inutile dans ce genre de show. Mais voilà, c'est quand même une victoire assez écrasante de la part de la Team Raw. Le deuxième combat, c'était le combat pour, enfin en tout cas entre les champions par équipe. C'était d'un côté les Street Profits qui représentaient SmackDown, bien sûr, les champions de SmackDown, et New Day qui représentait du coup Raw avec les ceintures de Raw et qui était accompagné par Big E. Voilà, c'est assez cool parce que du coup, je rappelle qu'on est en pay-per-view. Donc forcément, les deux, Big E et les New Day peuvent se rejoindre, malgré le fait qu'ils soient pas forcément dans le même roster, ça c'est cool. Et d'ailleurs, l'entrée très très cool des New Day, qui étaient habillés avec leur tenue de Gears 5, voilà, c'est un jeu vidéo disponible sur Xbox One, Xbox peut-être série X aussi maintenant. Voilà, donc apparemment il y a eu un ajout, une sorte de DLC, où on peut jouer les 3 New Day avec des équipements un petit peu de guerriers, voilà, des armures. Et du coup, ils sont rentrés avec ces tenues-là et je trouvais ça très très cool. Le match en lui-même est aussi très très cool. Les New Day, et même plus Kofi Kingston, prend un petit peu le côté agressif, un petit peu dominant, voire heel même, on pourrait dire, j'ose les grands mots, sur cet affrontement. Donc voilà, Kofi Kingston qui a bien dominé le match, les Street Profits qui font un petit peu underdog dans ce combat. C'était étonnant, mais ça a quand même bien fonctionné. Et à la fin, c'est quand même une victoire des Street Profits, pas avec leur finisher habituel, tout simplement parce qu'ils l'ont porté, mais que ça n'a pas réussi à faire la différence. Hein. Il me semble que c'était Kofi Kingston qui s'est relevé. Et ensuite, il porte un Electric Chair porté avec un Blockbuster. Alors c'est une finisher assez connue en équipe, mais c'était très étonnant de voir finir ce combat sur cette finisher. Peut-être que c'est leur nouvelle finisher, je sais pas du tout, mais ce serait très très cool. En plus, ça met les deux sur la finisher pour le coup, alors que l'ancienne c'était tout simplement un Spinebuster de Angelo Dawkins et ensuite un Frog Splash, un magnifique d'ailleurs Frog Splash de Montez Ford, mais ça impliquait pas forcément les deux en même temps. Et là, du coup, cette finisher un petit peu modifiée implique les deux en même temps, ça c'est très très cool. Kofi Kingston et Xavier Woods, après il se serre la main, voilà, tout simplement, c'était très très cool. Voilà, c'est le genre d'affrontement que j'aime beaucoup, où même si les deux sont gentils dans l'histoire, il y a de la compétition et c'est très très bien foutu. J'ai pas grand chose à dire de plus. Voilà, c'était quand même un très très bon combat par équipe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des combats aussi chouettes par équipe du côté de WWE, donc félicitations. Ensuite, c'était un match pour les champions de milieu de carte. Bobby Lashley qui était accompagné bien sûr par le Hurt Business qui affrontait Sami Zayn. Sami Zayn qui, plus le temps passe, plus a une dégaine de clochard. Et ça, bravo à lui. Voilà, au début c'était un petit peu Che, mais finalement c'est plus le Che, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas le Che, hein, révolutionnaire, tout ça.
Et maintenant, c'est plus vraiment un délire clochard, hein, vraiment, voilà. Le combat en soi, il dure pas si longtemps que ça, il dure une dizaine de minutes, même pas d'ailleurs, hein, il me semble qu'il dure moins de 10 minutes, où c'est clairement Bobby Lashley qui domine tout le combat, Sami Zayn qui réussit à revenir avec des petites ruses, mais finalement il se fait avoir, et Bobby Lashley arrive à le faire abandonner avec son Hurt Lock, juste après que Sami Zayn soit tombé à l'extérieur, alors que MVP lui a soi-disant fait un croche-pad. Quand on voit le plan, MVP fait absolument rien du tout, donc c'était assez marrant. J'imagine que Sami Zayn va utiliser cette astuce, enfin cette fin de combat, pour dire qu'il a perdu, mais c'est parce qu'ils ont triché, tout ça, tout ça. Donc on va continuer à renforcer Sami Zayn en tant que heel, Bobby Lashley qui est ultra dominant en tant que heel. Voilà, c'est le genre de heel que j'adore, qui sont juste badass quoi, ils défoncent des culs et ça fait très très bien l'affaire. Le Hurt Business pardon, qui est très très charismatique, j'adore. Voilà, ils sont tous arrivés en costard cravate, tous la même couleur. Ils ont l'air d'être tellement coordonnés, je trouve ça super cool d'ailleurs que Cedric Alexander retrouve un petit peu de l'intérêt avec ce heel turn qui dure déjà depuis plusieurs semaines, voire mois maintenant. Voilà, je trouve ça très très cool, c'est une bonne configuration. Bobby Lashley qui remporte du coup ce match contre Sami Zayn. Et comme dirait l'autre, les deux restent forts quand même dans ce combat. Le prochain combat, c'était un match entre les championnes, je veux dire pour, mais à chaque fois, voilà, on a trop l'habitude, on dit pour la ceinture, mais là c'est entre championnes, donc là on a eu Sasha Banks et Asuka qui s'affrontaient. Je vais être sincère avec vous, ce combat je l'ai vu sans le voir, tout simplement parce que voilà, Sasha Banks, Asuka, on en a quand même eu pas mal, hein, surtout cet été d'ailleurs, et c'était forcément pas un match qui allait m'intéresser. Asuka, c'est quand même l'une des catcheuses que je préfère. Sasha Banks, j'ai encore du mal. Mais voilà, ça pouvait être un match honnête, hein, mais vraiment, il n'y avait rien qui pouvait pour moi m'intéresser. Le programme n'était pas non plus tant mis en avant que ça. C'était vraiment championne contre championne sans plus. Et l'affrontement, c'était déjà du vu et revu. Donc forcément, j'avais pas trop d'intérêt à regarder ce combat. Même si quand même je l'ai regardé, j'ai bien fait mes devoirs. On a un combat qui est quand même très très bien. Les deux ont une certaine alchimie enfin, les deux ont une certaine alchimie, hein. Voilà, ça se passe très très bien. Les enchaînements sont très bien foutus. C'est d'ailleurs assez étonnant que Sacha Banks ait une telle alchimie avec Asuka, enfin je trouve. Mais voilà, ça a très très bien fonctionné. On a eu une victoire de Sasha Banks sur un roll-up, voilà, un très très beau roll-up. C'était une très bonne fin de combat qui arrive très très cool. Voilà, je pense que Cody serait très fier de finir sur un roll-up comme ça parce que c'était très bien foutu. Voilà, Asuka malheureusement n'en sort pas grandi de cet affrontement d'ailleurs depuis qu'elle a récupéré sa ceinture. Après cette rivalité entre Sasha Banks et Bayley, enfin avec Sasha Banks et Bayley plutôt. Voilà, Asuka ne sort pas vraiment très très forte, elle n'a pas réellement de concurrente. Il n'y a pas vraiment grand chose à en tirer. Je rappelle quand même que la dernière fois qu'elle a défendu sa ceinture, c'était contre Zelina Vega, qui est désormais renvoyée. Voilà, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça montre un petit peu l'état des challengers autour du titre d'Asuka. Sasha Banks qui va sans doute continuer son programme dans les prochaines semaines avec Carmella, la toute nouvelle Carmella. Bayley qui a l'air d'être passé à autre chose, on en parlera après. Mais voilà, c'était un affrontement très correct, même si pour moi ça manquait réellement d'intérêt. Mais forcément, quand on est dans ce genre de configuration, la configuration de show où on a des champions contre des champions et un show contre un autre, pour mettre réellement un contexte en dehors de c'est un champion contre un champion, c'est difficile de trouver un réel intérêt plus profond que ça. Voilà. Le prochain combat, c'était du coup les femmes pour le 5 contre 5 Survivor Series match. La Team Raw contre la Team SmackDown. Du côté de Raw, on avait Peyton Royce, Lacey Evans, Shayna Baszler, pardon, Nia Jax. Et la dernière, c'était Lana, bien sûr, qui, vous en doutez, va être l'élément important de ce match. Et du côté de la Team SmackDown, on avait Bayley. Bayley qui du coup confirme la fin de cette histoire avec Sasha Banks. Et qui d'ailleurs, je trouve, qui est vraiment très très cool une fois qu'elle n'est pas enfermée dans ce personnage de championne ultra dominante tricheuse. Parce que Bayley, elle est quand même vachement fun. Je la trouve vachement fun, je la trouve vachement, je vais pas dire attachante, mais en tout cas, on a envie de rigoler avec elle. Voilà. Donc je trouve ça très très cool. On avait également Natalia, pas du tout. Natalia, oh là, je vais vraiment pas y arriver. Ruby Riott, Liv Morgan et enfin Bianca Belair. Pour ceux qui suivent la chaîne, qui m'écoutent assez régulièrement, vous savez que c'est l'une de mes catcheuses préférées. Donc j'avais vraiment hâte de voir ce combat.
C'était quand même un combat vachement compétitif, j'ai vraiment beaucoup adoré. Et la chose qui m'a étonné, sur lequel je me suis investi, contrairement au match précédent, c'est le traitement de Lana. Voilà, tout ce qui se passe autour de Lana m'a vraiment beaucoup emballé. Donc pour ceux qui ne suivent pas, Lana, ça fait 7 ou 8 semaines qu'elle se fait passer tous les, tous les lundis soirs à travers la table par Nia Jax. Mais elle a quand même réussi à se qualifier pour devenir, enfin pour rejoindre la team d'Euro. Mais dans cet affrontement, en fait, personne n'a envie qu'elle soit sur le ring. En tout cas, personne de la team Raw a envie qu'elle soit sur le ring. Donc du coup, on l'a mis de côté. En fait, à un moment, toute l'équipe lui a dit non, tu restes sur les escaliers, tu ne nous rejoins pas, c'est pas grave, on se débrouille sans toi. Et vraiment, à ce moment-là, ça m'a, je vais le dire, hein, ça m'a brisé le cœur. Je me suis dit putain, c'est vraiment dégueulasse, ça se fait pas. Alors que je sais tout simplement hein, que c'est que c'est prévu comme ça. Mais Lana joue très très bien. Je trouve que Lana joue très très bien. Et le fait qu'elle se fasse bully, qu'elle se fasse agresser, je sais pas comment on dit en français bully, euh, qu'elle se fasse, ouais bref, voilà, qu'elle se fasse bully, vous m'avez compris. J'ai trouvé ça bah, vraiment pas cool, alors que ces dernières semaines, ça passait plus comme un running gag en fait, le fait qu'elle passe à travers la table. Cette fois-ci, à Survivor Series, ça m'a vraiment fait l'effet de quelque chose d'émouvant. Voilà, j'ai vraiment l'impression qu'elle voulait se donner à fond et qu'on l'a mis de côté voilà, pour lui dire t'es nul, tu sers à rien, on n'a pas besoin de toi. Et j'ai trouvé ça très très bien fait. Le combat en tant que tel était très très cool, j'ai vraiment beaucoup apprécié, surtout une catcheuse que j'apprécie particulièrement à la WWE. C'est d'ailleurs assez étonnant que j'apprécie cette catcheuse parce que je la trouve pas non plus si douée que ça sur un ring, mais je la trouve quand même très très cool à la WWE, c'est Liv Morgan. Liv Morgan qui a fait un début d'année très très cool hein, avec le Royal Rumble et également, pour ceux qui se rappellent pas, l'Elimination Chamber du début d'année, de février, où elle était dans la cage avec Shayna Baszler et il me semble elle était la dernière qualifiée hein, contre, non, l'avant-dernière contre Shayna Baszler où voilà, enfin, elle a tout donné, voilà, elle avait tout donné à cette époque-là. On misait pas forcément sur elle, mais elle a tout donné, elle s'est donnée à fond. J'ai trouvé ça très très cool. Et on a eu un petit peu cette Liv Morgan du côté de Survivor Series match. Donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié le traitement de Liv Morgan. Également, il y a eu un clin d'œil que j'ai beaucoup beaucoup apprécié, que peut-être vous n'avez pas eu, mais que moi j'ai eu et que ça m'a vraiment fait plaisir. C'est un échange entre Lacey Evans et Natalia. Pour ceux qui ne se rappellent pas, Lacey Evans, quand elle a fait ses débuts, il me semble que c'était au Royal Rumble 2019 maintenant. On avait Natalia et Lacey Evans qui étaient sur le ring, il me semble que d'ailleurs c'était les deux premières. Et on a Natalia qui se relève avec un saut carpé et Lacey Evans qui essaie de se relever avec un saut carpé mais qui n'y arrive pas du tout. Et qui d'ailleurs s'est un petit peu tapé la honte parce que c'était ses débuts officiels sur un ring. Donc forcément ça passait très très mal. Et du coup on a eu le même échange entre Natalia et Lacey Evans. Et cette fois-ci Lacey Evans regarde Natalia en mode t'as vu j'y arrive maintenant. Et franchement ça servait à rien dans le match. Mais j'ai trouvé ça très très cool. Ce genre de référence en plus sur des choses qui datent d'il y a pratiquement 2 ans maintenant. J'ai trouvé ça très très cool. Voilà, c'était vraiment une petite anecdote qui sert à rien, mais que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Également Peyton Royce qui a fait un très très bon match. Voilà, elle s'éteint d'ailleurs les cheveux en une sorte de rose-violet. Voilà, c'est c'est à noter. Peut-être que ça sert à rien, mais c'est à noter. J'ai trouvé ça très très cool. Bayley qui s'est fait éliminer la première d'ailleurs. Je l'ai pas relevé ça, mais c'est Bayley qui s'est fait éliminer la première. D'ailleurs, qui était du coup la capitaine de la team SmackDown, et j'ai trouvé ça plutôt intelligent qu'on élimine directement Bayley pour laisser un petit peu de la place aux autres pour les mettre en avant. C'est d'ailleurs un petit peu près de tout ce qui s'est passé pour ce match. Hein. On a vraiment mis les femmes qui n'étaient pas d'habitude en avant, et j'ai trouvé ça très très cool. Il y a eu également un gros botch de la part de Natalia quand elle voulait éliminer, il me semble que c'était Peyton Royce. Il me semble que c'était Peyton Royce. Elle voulait éliminer Peyton Royce avec une soumission qui ressemblait un petit peu à un Romero spécial. En gros, elle met les jambes de son adversaire autour d'une de ses jambes et elle se retourne et du coup les deux sont les épaules au sol et elle tire en fait jusqu'à que l'autre abandonne, sauf qu'en fait ça s'est pas du tout bien passé parce que tout simplement quand elle s'est retournée, ben, les petits Peyton Royce sont pas restés dans sa jambe. Donc du coup, bah, ça a tout simplement rien fait. Et du coup, derrière Natalia, grande professionnelle qu'elle est, elle a enchaîné directement avec un sharpshooter pour qu'on oublie ce qui vient de se passer et éliminer Peyton Royce. Mais voilà, le botch était assez marrant. Je me dis, putain, elle prend du temps pour faire sa soumission, mais finalement, ça fonctionne pas du tout. Donc c'est vraiment dommage. Du coup, Natalia s'est ensuite fait éliminer par un Woman's Right de Lacey Evans juste après ça. Ruby Riott, elle s'est fait éliminer par Shayna Baszler. Voilà, elle s'est fait éliminer par Shayna Baszler. Lacey Evans, elle s'est fait éliminer par Liv Morgan avec un crucifix bombe.
Je trouve ce move trop cool. Voilà. Pour les plus anciens, du côté de la TNA à l'époque, il y avait. Bah non, c'était même pas le côté forcément TNA, c'était aussi Ring of Honor. Hein, c'était Austin Harris. Je sais pas ce qu'il devient d'ailleurs. Si vous avez des nouvelles de lui, dites-le en commentaire, c'est pas de souci. Voilà, c'est un crucifix bomb, donc on le prend comme un crucifix avec les deux jambes autour du bras et ses deux bras avec autour de son bras. Je s'explique très très mal, très très mal. J'explique vraiment très très mal les moves, mais vous avez compris. En gros, on le fait pour faire tomber au sol et porter tout simplement à tomber en bloquant le haut le haut du corps de l'adversaire au sol. Sauf que là, on rajoute en même temps un mouvement brusque, donc du coup, ça fait une sorte de bombe en fait. Hein. Voilà, c'est un move très très cool, qui était très très bien porté d'ailleurs par Liv Morgan, qui du coup élimine Lacey Evans. Ensuite, on a tout simplement Liv Morgan qui se fait éliminer par Nia Jax avec un Samoan Drop de l'enfer. C'était waouh. Nia Jax qui d'ailleurs a l'air de se calmer hein, au niveau du physique, elle prend pas trop de risques. Elle a pas l'air de trop interagir aussi avec ses camarades féminines sur le ring pour, j'imagine, essayer d'éviter de blesser. Il y avait vraiment que le Samoan Drop qui était risqué dans les prises qu'elle a faites, qui était quand même bien porté, enfin, de manière assez intense et sans blesser son adversaire. Et ça, c'est très très cool. Ensuite, on a Shayna Baszler qui se fait éliminer toute seule, tout simplement parce qu'elle porte son Kirifuda Clutch sur Bianca Belair, qui est elle dans les cordes, mais Shayna Baszler ne veut pas lâcher la prise, donc du coup, forcément, l'arbitre est obligé de la disqualifier. C'est totalement con. Et la fin du match, Bianca Belair et Nia Jax qui se battent à l'extérieur et qui n'arrivent pas à retourner sur le ring en même temps. Et là vous vous dites, oh putain, du coup c'est un match nul. Et ben non, tout simplement parce que Lana, qui avait été mise de côté au début du match, ne s'est pas fait éliminer. Elle est toujours là. Et donc du coup, la team Raw remporte le combat avec Lana, qui était sur ses marches en train d'attendre, telle une statue. Et voilà, c'est une victoire de la team Raw. J'ai trouvé un match très très cool. Pour le coup, c'était un match très bien booké. Voilà, très très bien booké. On met les catcheuses qui ont besoin en avant. Peyton Ross, qui malgré le fait qu'elle se soit fait éliminer en deuxième, est mise en avant dans cet affrontement. Elle a quand même fait des très très bonnes choses. Ruby Riott et Liv Morgan qui sont renforcés en tant qu'équipe parce qu'ils ont eu vraiment beaucoup de combinaisons par équipe. Je ne l'ai pas forcément précisé, mais ils ont vraiment eu beaucoup de combinaisons par équipe. Lacey Evans aussi, qui est une catcheuse que j'apprécie beaucoup également du côté WWE, qui je sais est un petit peu mal aimée parce que les gens disent qu'elle est assez limitée, mais je trouve qu'elle fait très très bien son travail. Hein. On n'a pas besoin non plus de taper des 5 étoiles à chaque match pour être quelqu'un de bon. Donc voilà, Lacey Evans fait très très bien le travail aussi. Shayna Baszler et Nia Jax en tant qu'équipe sont toujours étonnamment intéressantes. Voilà, je pensais pas du tout que ça allait être plus intéressant que ça, mais je trouve ça très très cool. Il y a une bonne dynamique entre les deux qui sont un petit peu badass. Voilà, c'est très très cool. Bianca Belair qui a fait aussi une prestation incroyable, elle est restée jusqu'à la fin. Très très cool. Et Lana qui, malgré le fait que sur un ring, on va pas se mentir, sur un ring c'est toujours pas foufou, remporte la victoire pour la Team Raw, et d'ailleurs d'une très belle façon, qui est assez ironique pour le coup. Et j'ai trouvé ça très cool. D'ailleurs, Nia Jax, juste après le match, était un petit peu énervée par cette victoire de Lana, alors que ça fait remporter son équipe, donc elle devrait pas être énervée. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer les prochaines semaines avec Nia Jax et Lana, parce que ça peut être très très intéressant. J'espère par contre qu'on va pas continuer sur cette dynamique de Lana qui se fait détruire encore toutes les semaines. Il faut qu'on passe une étape. Grâce à Survivor Series, il faut qu'on passe une étape, qu'on mette Lana en avant. Par contre j'ai vraiment du mal à voir ce qu'ils peuvent faire avec Lana sur un ring, parce que même là, elle a catché un tout petit peu au début, et c'était quand même pas foufou. Voilà, donc j'ai peur. J'ai peur de ce que Lana peut présenter sur un ring. Il faudrait trouver quelque chose qui fasse en sorte qu'elle soit pas obligée de taper des matchs incroyables. Mais en tout cas, le booking pour l'instant est très très bon. Le match suivant, qui était le main event d'ailleurs, c'était le match champion contre champion. Roman Reigns, le champion universel, toujours accompagné de Paul Heyman bien sûr, qui affronte Drew McIntyre, le champion WWE. Voilà, c'était un combat long, ça a duré une trentaine de minutes il me semble. Voilà, presque 40 minutes même, c'était un main event digne de New Japan, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'était un affrontement que j'attendais beaucoup, tout simplement parce que le match à WrestleMania 34, il me semble que c'était WrestleMania 34, entre Roman Reigns et Drew McIntyre, quand Roman Reigns a fait son retour, c'était pas un très bon match. Voilà, Drew McIntyre avait été un petit peu offert en pâture à Roman Reigns pour son retour, et voilà, j'avais vraiment été déçu de cet affrontement-là, parce que je suis un très très grand fan de Drew McIntyre depuis 2009, depuis ses débuts à la WWE. Et du coup, forcément, j'attendais beaucoup de ce combat à WrestleMania qui n'a pas donné grand chose. Là, on est dans une autre configuration. On est vraiment dans un Roman Reigns qui est également sur le retour pour le coup, depuis 2 mois.
et qui est ultra dominant avec son nouveau personnage de heel, accompagné de Paul Heyman qui fait aussi un taf incroyable autour de cette histoire de chef de la tribu, sur lequel on va revenir d'ailleurs dans ce combat, et Drew McIntyre qui est champion depuis WrestleMania, enfin qui était champion depuis WrestleMania, qui a regagné la ceinture le lundi juste avant le show Survivor Series contre Randy Orton. Et voilà, Drew McIntyre qui a remporté le Royal Rumble, qui a battu Brock Lesnar à WrestleMania pour devenir champion pour la première fois, qui a battu maintenant Randy Orton pour devenir champion pour la deuxième fois de sa carrière, qui a d'ailleurs une longue rivalité avec Randy Orton, qui était, moi je trouvais très sympathique, même si à partir de septembre, octobre, ça commence à être un petit peu long. Mais voilà, c'est deux champions qui sont en tout cas très très dominants, qui sont des champions crédibles, ce qui est, je vais pas dire rare, du côté de WWE, mais ce qui est à noter. Voilà, c'était un bon affrontement, les deux ont réussi à bien être en avant, bien être mis en avant. Et la fin du combat m'a malheureusement un petit peu déçu. Voilà, on a eu quand même un Roman Reigns assez dominant sur le match. Et tout simplement, à un moment, il réussit à porter, au bout de la deuxième fois, il réussit à porter un Samoan Drop sur la table des commentateurs. Donc du coup, forcément, Drew McIntyre complètement KO essaie de se relever, et Roman Reigns qui le voit se relever en a un petit peu marre, et du coup porte un spear à travers la barrière juste derrière les commentateurs. J'ai trouvé ça très très cool. C'était très très bien fait. On profite du fait qu'il n'y a pas de fans pour un petit peu briser toutes les barrières, chose qu'on fait pas forcément habituellement. Mais voilà, c'était très très cool. Drew McIntyre qui arrive quand même à résister, à se relever. Roman Reigns qui porte quand même un deuxième spear sur le ring, et Drew McIntyre qui se dégage. Et à ce moment-là, on se dit waouh, Drew McIntyre quand même méga chaud, il se dégage de deux spears, en plus pratiquement consécutifs. Hein, les deux se passent à quelques secondes d'intervalle. Et à ce moment-là, je me suis dit putain, incroyable, Drew McIntyre est présenté comme méga fort. Et je me suis dit bon, on est dans une configuration assez compliquée parce que Roman Reigns c'est quand même un gros projet. Drew McIntyre sort également d'une grosse victoire pour devenir champion. Donc comment est-ce qu'on va se départager après ça? Du coup, on a Drew McIntyre qui réussit à porter son Claymore Kick sur Roman Reigns, qui directement se tape l'arbitre qui était derrière lui. Et j'ai trouvé ça très très cool. Mais je me suis dit, putain, on arrive du coup à ce moment, ce moment que j'appelle ce moment WCW, où on arrive à la fin du match, et d'un seul coup, l'arbitre est KO, et du coup, il se passe plein de trucs. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Roman Reigns en profite pour porter un coup dans les parties, un low blow, directement sur Drew McIntyre. Et Jey Uso qui arrive et qui porte directement un super kick sur Drew McIntyre. Et juste après ça, Roman Reigns en profite pour porter son guillotine choc, cette sorte de nouvelle prise un petit peu favorite. Donc du coup c'est un étranglement, voilà, c'est un étranglement en mode MMA, on met son bras autour de la tête et on prend son corps pour le faire tomber au sol. Et Drew McIntyre qui est totalement KO, et du coup l'arbitre est obligé d'arrêter le combat. Et Roman Reigns gagne ce combat, gagne cet affrontement de champions. Et juste après on a Roman Reigns qui tout simplement qui prend dans ses bras Jey Uso et qui le pardonne pour sa défaite pour le match 5 contre 5 qui était au début du show, parce que je suis pas revenu sur ça, mais Jey Uso est parti voir Roman Reigns dans les vestiaires après le match, le premier match, et Roman Reigns lui a dit écoute, t'es nul, tu sers à rien, bref, voilà. Donc du coup Jey Uso voulait se rattraper et est venu aider son cousin pour remporter cet affrontement. Malgré cette fin de combat qui était que j'ai trouvé très décevante, le combat en lui-même a été quand même plutôt sympathique. J'ai trouvé ça très très cool, et vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment un combat digne d'un main event et digne d'un match de champion contre champion. Voilà, les deux sont relativement, je vais pas dire similaires, mais les deux se ressemblent beaucoup dans leur physique, dans leur catch, et voilà, j'ai trouvé ça très très cool cet affrontement. Malheureusement, la fin, c'est ce que je craignais quand Roman Reigns est revenu en tant que heel, c'est ses victoires en heel assez classique où on triche et où on remporte la victoire d'une façon comme ça. La chose qui rattrape un petit peu, c'est le fait qu'il gagne sur un guillotine choc, donc du coup sur un KO, il est fait totalement, il met totalement Drew McIntyre dans les vapes, hein, dans les pommes. Et du coup, c'est comme ça qu'il remporte la victoire. Donc ça renforce quand même le fait que sa prise est une prise assez destructrice, pardon. Et voilà, j'ai trouvé ça quand même assez cool, malgré le fait que les fins en trichant, les fins WCW, comme j'ose le dire, sont des fins que j'apprécie pas forcément plus que ça. Voilà, et puis ce show, Survivor Series, s'est terminé sur les 30 ans de carrière d'Undertaker, sur, est-ce qu'on peut dire son adieu?
j'ai envie de dire, son adieu. Malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oh là là, il fait ses adieux sans public, tout ça. Oui, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de, de prendre ça en compte. Parce que déjà, la WWE, c'est quand même relativement. Voilà, ça se voit pas trop non plus. Hein. On a quand même. Bon, quand même les faux chants, certes, même ils sont assez mal mis à certains moments, mais c'est pas grave, ils sont quand même là. On a aussi d'ailleurs le Thunderdome qui est quand même une très très belle arène. On a quand même une ambiance, voilà, donc c'est quand même mieux que rien. Mais je sais qu'on aurait tous préféré voir la fin de Karen Undertaker avec un public qui chante son nom pendant 3 heures. Et voilà, on aurait tous préféré voir ça. Mais on peut pas. Voilà, au bout d'un moment, il faut qu'on continue à avancer, malgré le fait que dans ces arènes, il n'y a plus personne. En tout cas, physiquement, il n'y a plus de fans. Voilà, il faut continuer à proposer des choses. C'est ce que la WWE a compris ces derniers mois, j'ai envie de dire. Et du coup, voilà, on propose quand même quelque chose de très très intéressant. On est revenu du coup sur les... D'abord, avant de revenir sur les 30 ans de carrière, on a eu à peu près tous les gens qui ont été proches de lui durant ces 30 ans de carrière. Je vais les citer, parce que quand même on va les citer. On a eu Shane McMahon, étonnamment de voir Shane McMahon ici, mais voilà. D'ailleurs sous des flots applaudissements qui étaient assez ridicules. Le Big Show, bien sûr. JBL, ça faisait plaisir de le voir, avec son magnifique chapeau. Jeff Hardy, bien sûr. Mick Foley, le Godfather, Henry O. Godwin, Finus I. Godwin, Savio Vega, bien sûr, hein, c'est ceux qui ne savent pas, ils font partie toujours du sort de groupe qu'il y avait à l'époque dans les années 90, début des années 90, dans les vestiaires de WWE. C'était BSK, donc voilà, d'une équipe, un clan plutôt, qui faisait un petit peu, je ne vais pas dire la loi, mais qui faisait un petit peu office de juge à l'époque. Voilà, il faisait un petit peu le juge dans les vestiaires. On a eu également Rikishi, Kevin Nash, Booker T, Shawn Michaels, Ric Flair, Triple H et bien sûr Kane. Kane qui totalement lui vient en tenue, en tenue de combat. Voilà, il est chaud. Il s'est même pas épilé le torse d'ailleurs pour cette occasion. Vraiment très déçu de toi, Kane. Voilà, donc ensuite on a un clip pour fêter les 30 ans de carrière, bien sûr, d'Undertaker. On a un petit peu un récap, très très beau clip. Voilà, très très beau clip, hommage à lui. Et quand on revient sur l'arène, on a Vince McMahon tout seul sur le ring qui fait un hommage, qui fait un discours pour l'Undertaker. Avant que celui-ci arrive sur le ring, avec une très très belle entrée. Et ensuite il fait un discours qui était quand même assez émouvant, où il parle de ses 30 ans, de ce qui s'est passé dans sa vie, enfin dans sa vie, toujours dans le personnage d'Undertaker, mais voilà, qu'il a eu 30 ans de carrière qui était incroyable. Et maintenant, il faut qu'il repose en paix. Voilà, c'est ses mots à lui, mais il dit que maintenant, c'est au tour d'Undertaker de reposer en paix. Et à ce moment-là, bien sûr, il pose le genou au sol et fait sa magnifique célébration. Et on a un magnifique hologramme de Paul Bearer, Paul Bearer, Paul Bearer, je sais pas pourquoi, Paul Bearer qui tient bien sûr l'urne magique d'Undertaker. Et à ce moment-là, j'ai trouvé ça très très émouvant. Peut-être que ça va pas toucher cette cérémonie, en tout cas peut-être que ça va pas toucher grand monde, mais moi, ça m'a fait quelque chose, voilà. Honnêtement, ça m'a fait quelque chose, je me suis dit, c'est vrai qu'on a eu 30 ans de carrière, que Paul Bearer, il est plus là, que plein de gens avec qui il a vécu ces 30 ans de carrière ne sont plus là également. Une grosse pensée à Eddie Guerrero et à Chris Benoit, d'ailleurs, même s'ils ne sont pas forcément rencontrés plus que ça, mais en tout cas, voilà. Et on a tout simplement le show qui se termine avec Undertaker qui part sur la rampe. Et à ce moment-là, j'ai cru qu'il allait lever le bras comme il le fait souvent de dos pour célébrer. Et pas du tout. Il est parti dans un magnifique plan où on le voit regagner les vestiaires en marchant. Et j'ai trouvé ça très très cool. Voilà, c'était une fin de show émouvante. Les 30 ans de carrière d'Undertaker, sur Survivor Series, j'ai trouvé ça aussi très très cool. Un bon show dans la globalité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut que la dernière apparition d'Undertaker se fasse à WrestleMania. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Voilà, je suis pas du tout d'accord avec ça. Personnellement, moi, j'ai toujours imaginé une fin de carrière d'Undertaker qui se passe au Survivor Series, tout simplement là où il a commencé. Chose qui est beaucoup plus symbolique que moi que ses victoires à WrestleMania qui sont pour moi pas la principale chose de sa carrière. C'est d'ailleurs sur ça que la rivalité après la fin de sa streak à WrestleMania s'est passée en fait. Hein. Il a tout simplement dit voilà, je suis pas que la streak de WrestleMania, je suis aussi Undertaker. Et tout simplement, bah, pour moi, ça voulait justement dire qu'Undertaker peut bien finir sa carrière à Survivor Series, là où il a commencé, 30 ans après les débuts d'Undertaker. Et je trouve ça très cool. Je sais d'ailleurs qu'Undertaker a eu une carrière avant d'être Undertaker. Mais là, on continue de parler d'Undertaker. Donc Undertaker, c'est 30 ans de carrière.
et début à Survivor Series 1990 et fin de carrière à Survivor Series 2020. Voilà. Pour finir ce podcast, je parle de mon avis global sur le show, qui était pour moi un show très très cool. Voilà, j'ai vraiment apprécié tous les matchs. Je vais pas parler du pré-show parce que je l'ai pas vu, mais tous les matchs étaient très bien bookés. Il y avait une certaine cohérence dans les affrontements et je trouvais ça très très cool. Voilà, il y a juste eu le manque d'intérêt pour moi autour du Sasha Banks Asuka, parce que malheureusement on a déjà eu ces affrontements là cet été, donc forcément ça fait un petit peu Reddit. Mais sinon j'ai trouvé ça très très cool, j'ai hâte de voir la suite des programmes pour de vrai WWE. Surtout sur le côté féminin d'ailleurs, chose qui est pas donnée à tout le monde quand même, hein, d'avoir une division féminine quand même intéressante. Mais voilà, je trouvais ça très très cool, j'ai vraiment hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir vraiment les autres catcheurs, ce qui va se passer dans la suite des programmes, et surtout, là, c'est quand même le dernier événement, on va pas se mentir, c'est le dernier événement avant l'année prochaine, avant le Royal Rumble, qui lui va être le prochain gros événement qu'on a hâte de voir. Donc du coup, j'ai hâte de voir cette fin d'année jusqu'à arriver au Royal Rumble, et du coup la période de WrestleMania, qui va être très très intéressante, en espérant, j'ose le dire, Inch'Allah, qu'on ait de retour des fans dans l'arène, au moins pour le Royal Rumble, et en espérant qu'à WrestleMania, je vais pas dire que ça soit réglé, mais qu'on soit dans une meilleure situation. Parce que sinon, ça fera bientôt 1 an qu'on est dans cette période-là, et ce serait vraiment très très dommage. Et surtout, hein, j'ai envie de vivre un WrestleMania épique, comme malheureusement ça manquait un petit peu l'année dernière. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce show, si vous l'avez aimé ou vous l'avez pas forcément aimé. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ou sur Twitter, bien sûr toujours hein, @attrapetv. Mais n'hésitez pas à me dire également en commentaire pour soutenir la chaîne vos moments préférés de la carrière d'Undertaker. J'ai vraiment hâte de voir ça, et également ce que vous avez pensé bien sûr sur le show sur Survivor Series 2020. On se retrouve très bientôt, je pourrais pas vous dire quand, mais on se retrouve très bientôt pour toujours plus de catch, en espérant que vous soyez vous toujours fan et que vous soyez toujours motivé à faire avancer les choses et toujours en bien. Bisous.